revoilà les bonitos, toujours forts et vaillants malgré l'époque glaciaire qui s'est abattue sur la France. On sait que vous aussi, vous êtes restés dignes, parcourant le bitume sous 4 couches de vêtements sponsorisés Kalanji. La petite larme au coin de l'œil et la goutte au nez, c'est ça la classe bonito. Pour ma part, je vous ai encouragé de loin et j'ai fini par venir expérimenter les joies du run glacé la semaine dernière. Il n'y a pas à dire, c'est vivifiant. Nos 3 chroniqueurs sont donc maintenant frais comme des gardons, prêts à tout affronter. Salut les gars, alors, ça vous plaît le running hivernal ? Salut Margie, salut à tous. C'est mortel, salut à tous. Salut. Ouais, moi ça me plaît pas trop parce que j'étais congelé. Et tellement congelé que on m'a mis un bâton dans le cul et on m'a mis un logo Esquimau sur la tronche. Bon, on aurait bien aimé voir ça sur Instagram par exemple. Moi j'aime bien, on met des vêtements de compression. Voilà, on est beau gosse et tout ça. Voilà. Ah non, c'est vrai que les chaufferettes c'est sympa. J'aime bien les chaufferettes. Ça marche pas ces trucs. On se retrouve donc pour votre 4e épisode de Jogging Bonito, votre podcast préféré pour décrypter le phénomène du sacro-saint running. Dans notre cocktail du jour, à part des glaçons, on trouvera un sujet sur l'industrie du dossard. On abordera enfin, parce qu'on a presque failli être has-been là-dessus, l'univers du trail running avec l'esprit trail, faut-il y croire ? Et enfin, une chronique intitulée « L'estomac du coureur du fond ». Pas besoin de vous dire qui va présenter quoi. Je suis sûre que les habitués sauront deviner au titre qui a écrit quoi. Oui, et je dirais même que dans le fond, ils sont pas si bêtes. Et la chronique bisounours, ce sera la mienne, puisque tu me l'as demandé. Enfin, ouais. Je suis pas sûr, mais enfin voilà. Ok, bon, t'as tout 2017 pour réussir. Allez, avant de commencer, nous souhaitons vous remercier pour vos commentaires laissés sur iTunes. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On vous a tous lus et on s'est parfois bien marré, il faut bien le dire. Vous êtes bons, les bonitos. On n'oublie pas la surprise promise. Non. C'est en cours. Et à ce sujet, nous publierons les pseudos des 10 premiers commentateurs sur Twitter et Facebook. Il vous suffira ensuite de nous envoyer un email pour que nous ayons vos coordonnées pour vous envoyer la surprise. Par contre, si vous ne nous aimez pas, c'est vraiment que vous êtes très important et ne perdez pas votre temps à nous critiquer. Ou alors appelez-nous, écrivez-nous longuement par mail, mais les petits coups bas sur iTunes, on vous a capté, hein. C'est pas la peine de continuer. Oh. Bon, on relâche pas quand même les efforts sur iTunes, hein, vous êtes d'accord ? Faut quand même continuer à envoyer du commentaire. C'est très important. Ouais, c'est super important. Donc, pour cet épisode 4, j'ai cordialement demandé à David d'arrêter d'agresser Émir et à Merci. Rémi d'arrêter d'être aussi conciliant. Rendez-nous le Rémi qu'on connaît. Merci. On va s'emmerder, Voilà. Allez, on débute cette émission avec l'industrie du dossard d'Émir. Vous l'aurez compris, on va peut-être moins se chamailler, mais mettre les pieds dans le plat, ça, on garde. Le business qui entoure l'organisation des courses. Sujet polémique. Avant, mais ça c'était avant, il y avait les petites courses de village sans tambour ni trompette, organisées par des passionnés de course à pied. Maintenant, il y a Nike, Adidas, Azo et compagnie. Les courses, c'est plus grand, c'est plus beau, c'est le show. Écoutons ce qu'Émir a à nous dire à ce sujet. Ok les amis, je viens vous parler ce soir de ce que j'appellerais l'industrie du dossard et on va essayer de mettre en évidence 2 grands points de vue relativement à, on va dire, la popularisation de notre sport qui est la course à pied. Allons-y. L'offre, la demande, la première s'adapte à la seconde, la première influence la seconde, la course à pied n'y échappe pas. Avant, la course à pied, c'était des crosses élitistes de tarés en mini-short Marcel dans la boue gelée, des marathons qui ressemblent à des fêtes de village annuelles tellement tout le monde se connaît et des inscriptions sur présentation de sa licence FFA. Maintenant, les choses ont changé. Du hors-stade sur des courses de pseudo-militaires déguisés en Mario Bros, des flyers et goodies à repartir de la Running Expo avec l'équivalent d'un arbre dans ton sac en plastique ASICS, des médias soi-disant spécialisés racoleurs qui tournent au buzzword, des gadgets foireux pour mesurer tes pas, ton sommeil et tes calories et des runs de chiottes. Et pour le dernier, c'est même pas une blague. #UrgentRun. Tapez études course à pied France dans Google et vous tomberez sur cette petite sélection de titres, évidemment en première page. Les statistiques du running en France, par mon bien-aimé média runners.fr. Titre assez neutre pour une fois, saluons-le. Vous êtes 16 millions de runners en France, par Globe Runners. La course à pied, un business florissant, par RFI Sport. 12 millions de coureurs à pied en France, par RMC Sport. C'est pas possible.
Il y a 987 millions de personnes qui vont participer au marathon de Paris. Ça me semble sous-estimé ce que tu dis. Ces chiffres, je te dis pas comment ils ont été calculés, personne ne le sait. Quelqu'un qui a couru après le bus, comme ils disent très souvent lorsqu'on les interroge, nos amis les non-coureurs, est compté, je pense, dans ces 12 millions. Et enfin, donc finissons par la course à pied, un phénomène de société, un marché, par Les Échos, un beau titre. Évidemment, certains liens ne citent pas ou restent flous ou ne fournissent pas leurs sources, mais là n'est pas le problème. Commençons par nous intéresser à l'étude qui me semble la plus sérieuse, celle de la FFA et de Sportlab en 2013. Car oui, la FFA a flairé le truc. 8,5 millions de Français pratiquent la course à pied en 2014 avec seulement 6 millions au début des années 2000. Cela représente 20% de la population parmi lesquels environ 11% courraient au moins une fois par semaine. Bien que je n'ai pu trouver de données d'une grande fiabilité, la tendance serait, vous vous en doutez, encore à la hausse. Je m'explique. L'une des sources que j'ai pu trouver, issue du sommet de la course à pied, nous y reviendrons plus tard, indique qu'en 2016, 25% des Français pratiquent le running, soit une hausse de 6% en seulement 2 ans par rapport à 2014, et que 36% des coureurs pratiquent depuis moins de 2 ans. Ce qui, je vous épargne le calcul, suggère une augmentation du nombre de coureurs de 6 millions entre 2014 et 2016. Je fournis le détail de ce savant calcul à qui me le demande, et encore plus rapidement si on me le demande dans un commentaire 5 étoiles sur iTunes, évidemment. Ces chiffres relèvent certes du fantastique, et les plus attentifs auront compris que tous les chiffres croisés ne collent pas. Mais vous avez perçu la tendance et c'est bien l'essentiel. Il y a maintenant du monde pour dépenser, et pas qu'un peu. Résultat des courses, humour, les années 2010-2016 ont vu naître autant de marathons que les années 1900-2009. Et 2013 a vu naître le Mud Day et ses compères de la course d'obstacles, disent-ils, le Mud Run, qui permet de récupérer tous ceux qui trouvent que la simple course à pied n'est pas assez ludique. Le Mud Day revend notamment ses obstacles à l'unité à Volvic et à Ménène, et colle des Mini Cooper de 3 par 3 mètres sur les planches à franchir. Même année ou pas loin, ASO importe en France le concept de naming partner, qui consiste à signer un probable contrat à 5 bons chiffres en donnant au marathon de Paris un nom un peu plus électrique. Au passage, si vous comprenez en quoi je vais aller me fournir en interrupteur chez Schneider parce que c'est marqué sur mon poncho finisher, eh bien je vous écoute. N'oublions pas, côté B2B, la création en 2015 du sommet de la course à pied, le rendez-vous évidemment incontournable des professionnels de la course à pied, dont la FFA est l'initiateur, précisons-le à toute fin utile. Et enfin en 2016, Epson, Casio et Samsung ont sorti leur montre de trail, pendant que les géants du domaine ont franchi le palier des 700 € sur le haut de gamme. Hashtag Phoenix 5, par exemple, ou encore Sunto Spartan. Et oui, là où il y a du monde, il y a du marketing, là où il y a du bif à faire, il y a du marketing, là où il y a du marketing, il y a du renouveau. Là où il y a du renouveau, il y a tout un tas de... appelez ça comme vous voulez, j'appellerais ça tout un tas de trucs que les puristes n'apprécient pas. Oui, parce que ils étaient là avant, et avant, c'était mieux quand il n'y avait pas tout ça. Tous les opportunistes, là, les petits nouveaux, là, ils sont là que depuis que c'est la mode. N'importe quoi, tout ça. Avant nous, on courait à la dure, et on n'avait pas toutes ces conneries-là, et ça marchait très bien. De toute façon, tout ça, dans peu de temps, ça aura disparu. Comme les Pokémon trucs machin, là, et on sera de nouveau tranquille. Ouais. Mettons-nous un instant dans la peau d'un puriste et observons ensemble tout ça d'un œil agressif. Des tonnes de courses nature naissent par dizaines tous les ans depuis peu parce que ça marche. N'importe quoi. Des courses à thème toutes plus loufoques les unes que les autres poussent plus vite que les mauvaises herbes, c'est même pas de la course à pied. Tu peux plus t'inscrire à la dernière minute sans passer par le kit car toutes les courses sont complètes, mais c'est un scandale. Ces satanés blogueurs se mettent à vendre leurs boutis à des agences et polluent les réseaux de leur foutue publicité, des vendus, rien de plus. Tes potes qui partagent la moindre de leurs séances de sport sur Facebook et leurs selfies miroirs de salle de bain à chaque sortie, mais avant on n'avait pas tout ça et on était contents, encore plus contents même. Ah, cette mode de la course à pied, c'est vraiment pourri, hein. Maintenant, je propose de penser autrement. Un grand sage a dit un jour, « Si tu ne peux pas changer le sens du vent, change le sens de ta voile, mon fils. » Et si l'on décidait ensemble d'embrasser ce qu'il se passe? Et si l'on se mettait ici et maintenant à la place de quelqu'un qui voudrait bien kiffer, sans que l'on le rappelle à l'ordre en lui expliquant que la vraie course à pied, c'est dossard, chasuble et licence. Ensemble, prenons quelques secondes pour changer notre regard. Oui, nous avons perdu l'exclusivité de notre sport. Oui, notre sport va être envahi de kékés. Mais dans ce que l'on a gagné, est-ce que tout est à jeter? Oui, l'industrie fait de la quantité, non de la qualité. L'industrie est à but lucratif et n'est pas passionnée. L'industrie profite et se joue du consommateur.
Oui, l'industrie est là et on ne peut rien y faire, mais est-ce qu'il n'y a vraiment rien à y faire ? Est-ce honteux de vouloir payer 35 boules pour courir au milieu de Paris et s'arrêter au bout de 5 bornes faire un câlin à Yeti ? Est-ce ridicule d'accepter de payer 40 balles pour marcher 5 bornes dans une pluie de couleurs suivie d'un festival musical ? Suis-je vraiment le dernier des pigeons à dépenser de la maille pour avoir le droit de me prendre pour un spartiate en jetant des lances dans des bottes de paille ? Ma vie est-elle vraiment si triste que je trouve amusant de dépenser mes ronds pour aller courir et me taper des fous rires en haut talons ? Suis-je vraiment un pecno à dépenser une grosse somme pour me procurer ces beaux bâtons au carbone ? Ma vie est-elle plus triste que celui que l'on banalise à dépenser bananes dans des paquets de gitanes ? Ai-je vraiment moins de valeur que mon pote JB qui s'achète du Jack à 150 balles en boîte ? Suis-je vraiment le dernier des idiots à occuper mes week-ends de course à thème avec l'argent durement gagné pour lequel j'ai travaillé toute la semaine ? Oui, l'industrie est là et elle est toute puissante, l'industrie est là, elle est omniprésente, l'industrie est là, mais laissez-moi y aller, l'industrie profite de moi, mais laissez-moi kiffer, car moi aussi au final je profite d'elle, et je suis autant qu'elle un rouage du système. Ne me regardez pas de haut et laissez-moi kiffer, car moi tes choix, je t'ai pas demandé de les justifier. Je ne fais que vivre avec mon temps et je ne fais de mal à personne. Laissez-moi un petit peu profiter de l'industrie quant au running, elle s'adonne. Merci d'avoir joué le jeu les amis, d'un côté les purs et durs, de l'autre la génération future. Je sais pas de quel côté, mais ce dont je suis sûr, c'est que la course à pied et le running, eh bien pourvu que ça dure. Plus de coureurs et surtout plus de hype, ça crée une émulation, car oui, forcément, peu importe les chiffres, c'est indéniable que la course à pied, c'est maintenant considéré sous un œil nouveau. Et l'industrie, forcément, s'engouffre dans la brèche. C'est le jeu. Pour autant, c'est forcément une mauvaise chose. Plus d'offres, à nous de faire le tri et d'en profiter aussi. On va en discuter, mais avant cela, j'aimerais bien savoir en fait quel a été votre premier dossard épinglé. Et pour moi, c'était un 5 miles en juin 2011 dans Central Park avec New York Roadrunners. Donc pour niveau grosse institution, ouais, je me la pète les gars, mais c'était le cas, c'est le cas. Donc c'est une grosse institution, mais moi j'en ai un très bon souvenir parce que c'était très bien organisé, il n'y avait eu aucun accroc, c'était super. Et donc vous ? Tu te souviens de ton chrono ? Ah non, je me souviens pas du chrono là, pas du tout. De toute façon, 5 miles, qui connaît cette distance, s'il te plaît, David ? C'est vrai, mais c'était pour voir si la moyenne était au-dessus ou en dessous de 5 au kilomètre. Ah, c'était en dessous, je crois. C'était en Très dessous. important. Oh, Moins bien. Ah. En dessous ou Dans le au-dessus, sens du coup plus lent, plus lent. D'accord, ok. Voilà. Oh, bof. Et donc, Bon, bah bien, le premier dossard, bien. ouais. Et vous alors ? Bon, pour ma part, mon premier dossard, c'était sans doute à la fin des années 90, 10 km de ma ville, les foulées de ma ville. J'avais l'habitude de courir chaque année et j'avais ma petite famille qui me soutenait, ma grand-mère en pom-pom Trop girl, bien. c'était top. La Quoi. grosse classe, quoi. Voilà, la Ouais. grande classe. Et toi, Emir ? Moi, en fait, je me rappelle pas de mon premier dossard. Je pense que c'était avec mon frère et je sais pas j'avais quel âge. Mais en tout cas, je devais être en surpoids. Mais peu importe, je me rappelle plus. En tout cas, le premier dossard. Ah, j'en sais rien. Hein. Faudrait que tu m'en demandes, je sais pas, gros quoi, tu vois, genre de Ah oui. truc qu'on pèse quand on est gros, tu vois. Oh là. Et non, donc le premier dossard pour moi qui symbolise vraiment quelque chose, c'est mon premier dossard avec Carole. C'était en octobre 2012 et c'était la corrida de Villejuif. Ah, Voilà, ok. 10 km en ville et un chrono assez propre et on était très contents, c'est tous les deux. Je suis sûr que tu te souviens du jour exact. Oui, le 14 octobre. Et qu'est-ce que vous avez mangé ce jour-là? Je me rappelle plus. On n'a pas mangé ensemble en tout cas. Ah ok. Ah. Et toi, Rémi ? Oh bah moi je crois que c'était les crosses du collège, là, les trucs UNSS comme ça. Ça compte pas ces conneries. Ça compte pas ces Ah ouais, mais on les a pas il y comptés avait un parce qu'on en a dossard. fait nous aussi. Ah, t'avais un dossard, moi non. Bah attends, quand on était bon, on pouvait aller dans des trucs de la ville, puis après du département. Ah ouais. Ah bah moi c'était. Mais j'étais Moi j'ai pas gagné le cross du collège J'étais pour pas ma part. Waouh. T'as gagné, David ? Oh, le mec. Première égalité, arrivé main dans la main avec un copain et tout. Oh, on le s'était mec. caché dans la forêt. On avait fait un tour au lieu Ah de ouais, deux. donc en plus déjà, les donc stars. tu trichais quoi. C'est pas beau ça. Ah, je m'étais arrangé avec la réalité. Ouais. Quoi. c'est ça. Voilà. David David Gate. Ok. Gate. Il a déjà piqué des trucs. C'est clair. Et donc Rémi, toi, à part le cross, c'était quoi le premier officiel ? Ah, les courses d'adultes, je pense que c'était un semi-marathon là en Belgique, pas loin de chez nous. C'est la course du souvenir à Plukstert. C'est un gros classique local, ça devait être en 2006.
Oui, Plugstedt, ja. Plugstedt. Ja. C'est quoi ce truc-là? C'est une très belle course en hommage aux combattants de 14-18 parce que c'était une zone vraiment dangereuse, de guerre sévère. Donc il parle comme ça, Plugstedt, c'est ça? Ben, quand il parle français, oui, parce qu'il parle flahut en vrai. Hein. Et D'accord. pour l'anecdote, c'est là aussi où il y a eu la trêve pendant, pardon, je sais plus l'année, honte sur moi, la trêve où les soldats ont joué au football à Noël ensemble. Ah ouais. Ah, j'ai vu un film là-dessus. Voilà, c'est à cet endroit-là. D'accord. Ah, c'est beau. Et on passe devant pendant le semi aussi. Ok, C'est beau. très bien. Et encore pour l'anecdote, c'est là où Rémi m'a mis la misère cette année. Ouais, Cette mais t'as Il couru y a avec quelques 2 mois. orteils et un quart de pied. Voilà. Ça compte. Ouais, ça compte pas. Bon, bah très bien. Ah, ils sont fair play, ils se clashent même pas, tu sais, le gars qui donne des excuses à l'autre, quoi. Ouais, Bah non, mais qu'est-ce qui vous arrive là aujourd'hui? le chantre de la vertu que je suis a été vraiment. Je me mordais la chic pour le dire non, je peux pas le lâcher et tout. Puis je voyais qu'il couinait quand même. Alors, merde, j'étais pas si mal. C'est pas tellement comme ça que j'ai vécu Ah. l'histoire, mais bon, j'ai plutôt eu l'impression de voir un petit sourire de coin quand tu m'as doublé, quand tu m'as Chacun lâché. mais sa bon. propre Non, et puis interprétation. en vrai, j'avais un copain à 50 mètres devant et je voulais lui dire bonjour aussi. Mais derrière, il a jamais refait le trou. David. Bizarrement, ouais. Mais je suis tombé dedans. Ok, très bien. On parle de ma chronique ou on Ouais, parle pas c'est de ce ma que j'allais chronique? dire là. On repart sur la chronique. Donc, bon, après le premier dossard, est-ce que vous avez expérimenté en fait chacun les deux côtés, les petites courses sans prétention et les grosses machines bien huilées? Est-ce que vous avez essayé les deux en fait? Peut-être Rémi? Moi, oui. Vas-y, ouais, j'enchaîne. Hein. Ouais. Moi, oui, j'ai testé les deux. Moi, comme vous savez peut-être, tous les dossards possibles, je les épingle une Ouais. fois au moins. Dans tes toilettes. Et voilà. Et du coup, oui, j'ai testé les petites courses de village de petite distance. Également les grosses machines de guerre comme le marathon de Paris, comme par exemple. Hein. Ah, Rémi a un truc à dire comme ça. là-dessus. Ouais. Ça me dégoûte, ouais. Oui, je me doute. Oui, tu connais pas, toi. Toi, t'es plus dans les Plugstedt ou je sais pas quoi. Ouais. Mais à Paris, non, c'est quand même quelque chose de grandiose. Hein. À mon avis, on peut en dire ce qu'on veut de ce marathon de Paris. C'est quand même grandiose de pouvoir courir sur les champs ou dans ce qu'on appelle la plus belle ville du monde. Je m'en rends pas compte, j'habite pas loin. Privatisé pour les coureurs, pour un marathon. Enfin, c'est un grand moment. Hein. Ah oui, moi j'ai trouvé ça grandiose. Pas assez de chiottes, des gens qui traversent devant les coureurs. Aucun spectateur qui encourage, à part les étrangers qui encouragent. Mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais toi, t'es. Pas de ravito à l'arrivée et des vendeurs à la sauvette de kebab. Impossible de prendre le métro après. 4000 heures de queue pour prendre son dossard la veille. Ah, j'ai trouvé ça super. Ouais. Ah ouais. Non, mais toi, t'es pas venu le jour du marathon, t'es venu le lendemain. C'est pour ça que les routes étaient plus privatisées et qu'il y avait les vendeurs de kebab en plein milieu. Tu sais, j'ai du sang belge, mais ne me prends pas quand même pour un con comme ça. Hein. Je te remercie. Hein. Tu le fais Non, bien. mais En tout attends, cas. de quel marathon tu parles, franchement? Le je marathon reconnais de les Paris vendeurs à la... 2012. J'ai fait le marathon de Paris en 2012. Ah oui, j'étais pas né, d'accord. Ouais, peut-être après ils ont doublé le nombre de toilettes, mais je peux te dire que il y avait tellement pas de shots, les gens pissaient n'importe où sur les Champs-Élysées, dans les sas d'attente. Enfin, les étrangers, ils regardaient, c'était n'importe quoi. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la boisson d'attente de Dominique Chevelier, ça. Voilà. C'est pour ça que tout le monde pisse partout dans les sas de départ. On reparlera des boissons d'attente et des boissons en course. Hein. Et plus Non, tard. mais bref, il a l'air d'avoir un souvenir un peu biaisé du marathon de Paris, Rémi, mais moi, j'ai pas du tout cette impression-là. Ouais, toi, c'était pour moi, c'était grand. Okay. C'était grand, quelque chose de grand. Très cher, et marketing et ASO ont fait des tonnes et ils sont des crevards, c'est une chose, mais c'est un super événement, quoi. Je trouve. Et toi, David, t'as essayé les petites courses et grosses courses ou pas? Moi, j'ai essayé les deux. Tout comme Rémi, j'ai essayé les grandes courses, au moins la grande course parisienne. Mais tout comme lui, j'ai trouvé que qu'il y avait beaucoup d'énergie gaspillée dans les files d'attente pour retirer son dossard, pour atteindre le sas. Pour le départ aussi, c'était assez pénible. Donc beaucoup de temps passé à attendre, beaucoup d'énergie et franchement, j'avais mal aux jambes. Mais... Ah si, non mais franchement, je pense avoir perdu beaucoup d'énergie et voilà. Bien sûr, mais donc, ça fait partie de la superbe de l'événement. Ça fait partie de la course, je le concède, mais c'était quand même pas, enfin, en tout cas, tout ce qui entourait la course était pas particulièrement agréable. Par ailleurs, j'ai quand même essayé j'essaye aussi les petites courses régulièrement puisque
je cours aussi pas mal. J'ai essayé notamment des courses Spiridon, qui sont du nom du mouvement Spiridon, qui date des années 70, je dirais. Donc là, ces courses-là, il n'y a pas de dossard, l'inscription est gratuite, on ramène le pot de l'amitié, c'est tout ce qui compte. Et pour la petite histoire, j'ai gagné au moins une course dans ma vie, c'était une course Spiridon. Et lorsque je suis arrivé, j'ai demandé aux bénévoles qui étaient sur la ligne d'arrivée quel chrono j'avais fait. Et puis lui m'a envoyé balader en me disant qu'on était là pour s'amuser, que j'étais plutôt attendu au buffet pour préparer le petit pot de l'amitié pour tous les copains qui allaient arriver. Donc voilà, c'était sympa. C'est sympa quand même, mais bon. Mais j'ai gagné. Ah oui, d'accord. Pas de chrono. Pas de chrono, quoi. Gagné. Okay. Ouais, t'as gagné. T'as gagné. Il n'y a aucune preuve, mais t'as gagné. Rémi et David, donc vous n'avez pas des super bons souvenirs des grosses courses. Donc du coup, vous voyez-vous aucun intérêt à tout le marketing qu'il y a autour de la course à pied et des dossards? Wow. Ben moi, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Les petites courses. Non, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est que j'avais essayé une course parisienne qui m'avait particulièrement déplu. Maintenant, si elle se trouvait à côté de chez moi, si c'était un peu moins contraignant, j'ai pas de souci à courir une grande course, même organisée par ASO. Il y a pas de souci avec ça. Mais disons que mon expérience n'a pas été bonne. J'ai pas de. T'as fait des beaux trucs en Hollande aussi, non? Ouais, j'ai fait des beaux trucs en Hollande. J'ai fait des marathons avec beaucoup de monde, des marathons pas forcément très cotés, mais quand même qui rassemblaient beaucoup de monde. Et bizarrement, c'est vrai, et même en Belgique d'ailleurs, beaucoup moins d'attente, beaucoup moins d'énergie gaspillée en fait. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va pouvoir rebondir là-dessus, mais il y a le prix des dossards qui était aussi largement, qui était inférieur, et donc j'avais vraiment pas le sentiment de me faire entuber là-bas, quoi. Okay. Donc, justement, j'ai fait par exemple des marathons. J'ai fait par exemple des marathons à environ, 20 euros le marathon. Super organisation, belle récompense, tu vois. Et ici, des marathons de cette envergure-là, ici, c'est 3 fois le prix, je pense, quoi, 2 fois, 3 fois le prix en France. Donc du coup, genre pour le marathon de Paris, tu dirais pas que le prix est justifié par rapport à ce que tu as vécu, par exemple, en Hollande, quoi? Justifié, si on considère qu'après usage, ils peuvent servir de déco dans les toilettes, à la limite, mais sinon, à part ça, je sais pas, j'ai du mal à dire. Honnêtement, ici, je participe plus à des 10 km ou des courses type semi qui coûtent à peu près 1 euro le kilomètre, je dirais. Enfin, 10 euros, 10 en général, c'est ce que je paye. Je trouve que c'est correct. Après, dans les grands événements, ça peut être. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, pour les grands événements, ça peut aller du simple au double. C'est un peu n'importe quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Les gros événements, moi, je trouve que c'est en ville, en tout cas, c'est scandaleux parce que il y a quand même plein de supports de la municipalité en matière de salles, etc. Les petites courses qui coûtent. C'est 10 euros là que décrit David, c'est complètement acceptable parce que. J'ai envie de dire c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais. Prenons en comparaison ces gens que décrivait David comme Spiridon qui font des courses gratos ou par solidarité, chacun fait quelque chose. Et puis moi je vois dans l'univers cyclo, les clubs cyclotouristes ou quoi, ils organisent des brevets où chaque club trace un parcours jusqu'à 120 bornes ou des fois plus autour de chez eux pour faire découvrir leur terrain de jeu à d'autres clubs, et c'est genre 1,50€ ou 2 euros la participation, et on a un sandwich et une bière à la fin. Donc les mecs, ils ont tracé 120 bornes de parcours, il y a des ravitaux, et c'est 1,50€. Ouais, ça c'est la pure passion. Pourquoi est-ce qu'en course à pied, tu vas faire 10 km dans la même campagne? Pourquoi tu vas payer 12 balles? C'est parce qu'il y a quand même un moment des gens qui ramènent des thunes pour leur club pour s'acheter je sais pas quoi. Hein. Là, on parle vraiment de la pure passion. On est vraiment à l'opposé de l'industrie là dans ce genre de course, je crois. Bah oui, mais il y a quand même un truc intéressant, c'est que même dans le petit club de la ville de 5000 habitants, tu vas avoir des jogging clubs de je sais pas quoi qui vont faire de les courses locales un événement pour ramener du fric. Et pour en faire quoi derrière? J'espère que c'est pour sponsoriser un jeune ou je sais pas, mais quand même, c'est vrai que ça draine de l'argent pour un service qui
quand même pas extraordinaire, quoi. Bon, peut-être, mais ça reste mignon. Ça reste mignon, excuse-moi David, ça reste mignon relativement à ce que font les grosses machines organisatrices de courses. Je rebondis encore sur ASO puisque ce sont les champions du monde. Eux, ils font vraiment de la grosse money. Là, on est vraiment dans la money. Oui. On n'est pas dans le petit Oui. village qui va reverser un peu de sous à je sais pas qui en local. Hein. C'est pas de la même échelle, quoi. Oui, mais quand bien même, si je prends la comparaison des brevets cyclo, je dis, pourquoi? Tu vois? Oui, C'est je ça. comprends. Pardon, je rends la main à David, pardon. Non, c'était juste pour expliquer que ici, dans les Hauts-de-France, on a une compétition qui s'appelle le Trail de la Côte d'Opale. Lorsque tu essayes d'expliquer aux organisateurs que les tarifs qui augmentent, tu ne les comprends pas, on t'explique que tu bénéficies d'un cadre exceptionnel et que ça se paye. Donc ça, c'est pour reprendre un peu l'argument de Rémi qui parlait de la ville tout à l'heure et tout ça. Donc je suis tout à fait d'accord. Je vois pas en quoi l'organisateur est responsable du cadre, du cadre dans lequel, enfin, qu'on a la chance de parcourir. Il en profite comme tout le monde et donc tout le monde est content, mais c'est pas un argument pour augmenter les prix. Par ailleurs, on a en Belgique mon ami Jeff, la cave Jeff, raconte souvent qu'il participe à des trails qui sont parfois assez importants, hein, et qui lui coûtent 3-4 euros, 3-4 euros avec le petit repas sympa et voilà. Donc ces tarifs me semblent vraiment, il y a vraiment une grande différence d'une épreuve à l'autre et on ne sait pas vraiment pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi. Parce qu'il y a, des agences, d'événementiels, etc. Non, le message c'est qu'elles sont pas partout quand même, quoi. Elles sont toujours pas partout. Voilà. L'industrie est là, mais elle n'est pas partout encore et on peut encore trouver des petites courses locales. Il faut chercher, il y en a. C'est ça. D'ailleurs, ça m'a valu un follow sur Twitter cette conclusion, n'est-ce pas, David? Tout à fait. Je sais. C'est pas moi, je précise. Du coup, les gars, comment vous arrivez à vous positionner par rapport à tout ça? Vous faites comment pour naviguer dans toutes les courses? Est-ce que vous jouez le jeu? Comment vous faites pour aborder tout ça? Pour choisir vos courses, pour décider de payer tel prix pour telle course, comment vous faites? Je fais peu de courses officielles, donc je mords ma chic et je paye. Voilà. C'est ma philosophie à 2 balles. Comment je fais pour choisir mes courses? Moi, c'est feeling pur. Avec Carole, on regarde un peu ce qui nous tombe sous les yeux et puis on choisit, quoi. Et puis plus c'est gros, mieux c'est. Ouais, enfin, pas plus c'est gros en termes de monde et de sous, pardon. C'est vrai que vu ce dont on est en train de parler, ça porte à confusion. Non, plus c'est long, on va dire, et plus on est content. Et peu importe si c'est une grosse orga ou une petite orga, la preuve, on est capable de faire... On peut faire l'UTMB une année et l'année d'après l'UT4M, c'est 2 orgas qui sont à l'opposé. T'en as une qui est où à l'individu, au trailer, ils sont à côté de toi en train de t'encourager, ils sont attentionnés et tout. Et l'autre, l'UTMB est connu, hein, c'est une machine internationale où t'es plus qu'un numéro. Enfin, on peut faire les deux choses, ça nous pose pas de problème, pourvu qu'on fasse du kilomètre et que ce soit beau, quoi. Ok, très bien. Et toi, David? Aucun souci pour moi pour faire 2-3 courses un peu de masse, on va dire, à l'année. J'y suis parfois en touriste, ça permet de faire le petit week-end avec la famille. C'est vrai que j'aime bien faire des courses comme la Saint-Élion chaque année. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des courses près de chez moi. Je suis peu regardant sur les tarifs dans la mesure où il n'y a pas d'abus, la norme, les courses sont à une dizaine d'euros, les inscriptions, ça me convient, voilà, c'est pas... Très bien, super. Bon, pour finir Je peux squatter de Margie l'anime 2 secondes là. Je voudrais juste poser une dernière petite question qui est à cœur, j'ai envie qu'on rebondisse là-dessus. Vas-y, comme ça on finira le débat là-dessus, vas-y. Super, c'est les gars, course d'obstacles, est-ce que vous vous moquez des gens qui participent soit à des courses d'obstacles, soit à des color runs, soit à des Odlo Crystal Run, enfin des trucs à thème, quoi. Est-ce que pour vous c'est une sous-race de la course à pied, ou est-ce que c'est quand même de la course à pied que vous laissez les gens faire, ou vous foutez de leur gueule? Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Rémi, à toi. Oh là là, Voilà. Moi j'avoue que ça m'intéresse pas trop parce que à la limite je pourrais me marrer sur ce truc là, mais il y a trop de monde et les obstacles sont déglingués, ou il faut faire la queue pour passer les obstacles, trucs comme ça. Donc j'ai fait une fois une course comme ça dans ma région.
j'ai pas super kiffé. Je trouve que c'est un jeu, mais pour moi, ce n'est pas un sport. Je le prends comme un jeu. Ok. Mais bon, tu tolères cette pratique, quoi. T'es pas le puriste qui dit. Qu'est-ce que je vais aller emmerder des gens s'ils s'amusent. C'est bien, il y a des gens qui ont peu ou pas d'activité physique et qui leur donnent le goût de se bouger, de faire un truc socialement sympa. On peut aller leur tirer dessus à la calèche, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a des gens pour qui c'est une porte d'entrée pour la course tout court. J'en connais et c'est très bien. Les courses colorées, je pense, en particulier. Moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, hein, si tu veux savoir, Émir. Mais il y a quand même des courses qui me sidèrent, comme la 14-18 dans l'Oise, là, où on te propose de venir déguisé en combattant avec ambiance poilue, etc. On te propose de venir en tenue de camouflage, même si les poilus n'étaient pas en tenue de camouflage et que ça leur a pas vraiment réussi. C'est bon, je rends la main. Merci beaucoup pour vos réponses, les gars. Je voulais savoir de quel côté vous étiez, du côté des gens qui kiffent ces choses-là, ou du côté des gens qui insultent ces gens-là. J'ai ma réponse. Je rends la main. Merci, Margie. Pour finir le débat, je vais juste demander est-ce que vous pensez qu'on a perdu l'authenticité de la course à pied avec tout ça? Non, pour des raisons, je pense, qui ont été citées un peu plus tôt. L'existence encore de courses qui sont vraiment très, très familiales, qui coûtent quasiment rien et qui offrent beaucoup, menées par des passionnés. Donc ça existe toujours, c'est juste qu'il faut fouiller un peu plus pour les trouver. Et voilà, et si on veut vraiment un gros événement gigantesque, plein de monde et tout, là, il faut passer à la caisse, quoi, évidemment. Mais voilà. Ouais, moi, si tu veux ma réponse, je dirais que l'authenticité, elle restera toujours dans le trail running. Dans le trail, justement. On en a parlé, les puristes de la course à pied n'en démordent pas. Les courses d'avant, c'était mieux car plus authentique, plus chaleureuse et remplie de camaraderie. Ça, on l'aurait perdu dans la course sur route. Mais un domaine resterait intact et pur comme le diamant, le trail running. Vrai, faux, utopique. David, justement, a son mot à dire. Et oui, Margie, j'ai mon mot à dire. J'en ai même plusieurs puisque j'en ai fait une chronique. Donc vous savez, les amis, moi, il y a quelques mois, alors que je terminais en courant l'ascension du Mont Cassel. Vous ne connaissez peut-être pas, chers auditeurs, le Mont Cassel. Non. C'est le toit des Flandres qui culmine à environ 160 mètres, soit une poussière pour un géant comme Kilian Micromégas Durnet. Et donc, alors que j'en finissais de cette incroyable ascension, je me suis dit que j'étais opérationnel pour faire des infidélités à la route et m'offrir une saison de trail. Bon, avant de vous en parler, je dois vous faire une confidence quand même. Je me sens tellement dans l'embarras lorsqu'en société je dois prononcer ce mot. Trail. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour percer le secret. Je vais te le faire si tu veux. Fais-le-moi. Trail running. Ok, très bien, on reconnaît à l'américaine, très bien. Mais moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour percer le secret. J'ai demandé à mes amis champions dans la discipline. J'ai consulté des vidéos de coach sur YouTube. Ça, c'est de l'astuce. En guettant le moment où ils prononceraient le mot. Et personne n'est d'accord. Donc en attendant d'avoir le retour de l'Académie française que j'ai sollicité pour élucider ce mystère, sachez que la moitié des 120 personnes qui ont accepté de me donner leur avis sur Twitter disent « trail ». Voilà. C'est nul, trail. On n'est pas sauvé. C'est de la merde. Désolé, c'est pourri. Voilà. Moi, j'ai pas d'indication sur leur état mental ou sur leur niveau d'études, je l'avoue. Voilà. Donc, en me lançant dans l'épopée sportive macrocosmique, pour simplifier, on m'a dit que j'allais découvrir un univers à part entière avec ses codes qu'il convient de respecter, sinon c'est un crime de lèse-majesté. Donc c'est clair que durant cette saison, j'ai appris ce qu'était l'esprit trail, une idée souvent plus tangible que le travail d'un assistant parlementaire. Tu parles avec les bénévoles, c'est l'esprit trail. Tu prends un verre avec les autres trailers, c'est l'esprit trail. Tu fais un selfie avec Johan Stuck, c'est l'esprit trail. Tu signales à une personne que son lacet est défait, c'est encore l'esprit trail. Tu appelles le secours quand quelqu'un s'est vautré dans un fossé, c'est l'esprit trail. Voilà. Donc Margie, je sais que tu vas encore me dire que je cherche à me faire des ennemis. Ouais, je crois. Ouais. Mais personnellement, j'ai trouvé qu'on m'avait survendu le concept. Ouais. On m'a vanté un éventail de valeurs humaines et de base, et imposé la pensée unique qui va avec.
Donc regardons quand même de plus près ce que c'est. Selon l'ITRA, Attends, valeurs... ding, ding, ding. Là, je fais une petite astérix et la définition en bas de page. L'ITRA, c'est les International Trail Running Association. En plus, je te l'ai fait avec l'accent. International Trail. Ok. Bon, c'est l'association partenaire de l'IAF, en fait, qui organise le championnat du monde de trail. Voilà. Et donc, selon l'ITRA, en plus, je pense que ma source ne va pas forcément mettre d'accord tout le monde, mais voilà. Mais donc, selon l'ITRA, les valeurs du trail sont l'authenticité, c'est-à-dire une sorte de ménage à trois entre le corps, l'esprit et la nature préservée. Authenticité aussi dans les rapports humains, la simplicité, la convivialité, le partage. On dirait des valeurs véhiculées dans les chansons d'Amir ou de Grégoire. Toi, plus moi, plus elle, plus moi. C'est bon. L'humilité, ouais. Donc, l'humilité, donc être prudent, toujours avoir la volonté d'apprendre, avoir la conscience de ses limites. Ça ne fonctionne pas avec les Instagrammeurs qui, comme chacun sait, n'en ont pas. Le fair play. On ne triche pas, on ne refile pas des parts aux coureurs qui constituent une menace sérieuse pour le classement. On ne se dope pas, on ne tente pas de corrompre. Il y a peut-être un Penelope Trail quelque part en France, je sais pas. Dans la salle. Pour l'actualité. C'est moche. Alors, autre valeur, l'équité. Même règle, même matériel obligatoire, même chance pour tous. Pas de passe-droit pour les élites qui pourraient gêner les autres coureurs. Autre valeur, donc le respect. D'abord le respect des autres, on est gentil avec ses compagnons, avec les bénévoles et les habitants, même quand ils gueulent parce que leur bagnole est bloquée et qu'ils voudraient passer. Ensuite le respect de soi, on ne prend pas de risques inconsidérés, on n'utilise pas de produits pouvant mettre en péril sa santé. Enfin le respect de l'environnement pour que les organisateurs d'événements conservent leur arrêté préfectoral favorable. Dernière valeur mise en avant par l'ITRA, la solidarité ou la fraternité. En effet, on aide son prochain et on l'encourage. Allez gros! Ouais gros. Ouais gros. Alors dans les faits, pour l'avoir pratiqué, le trail c'est à des années-lumière de mes rêveries. Gros copain n'a jamais été là à l'infirmerie pour me faire des gros câlins quand j'ai des crampes. Lorraine Gals s'est tordu la cheville en dévalant la colline sur laquelle est bâtie la petite maison dans la prairie. Oh non, comment tu casses le mythe trop. Désolé, mais encore pire, surtout, les lapins runners ne sont pas du tout des personnes accessibles. Ah, mais ça on le savait. Vous avez changé les gars. Ouais. Donc parlons de l'environnement, s'il vous plaît. À 30 minutes de Chamonix, on met des masques à des enfants et on leur interdit de courir à l'école à cause de la présence de particules fines dans l'air. Et pendant ce temps, tout le monde prie pour avoir la chance d'être tiré au sort pour participer à un ultra-trail d'envergure dans les parages. Il est beau l'environnement. Ouais. J'ai un autre problème avec la nature. Alors qu'on décrit toujours son aspect bucolique ou éblouissant, soleil, lac aux couleurs parfaites, on occulte complètement ces imaginaires terrifiants. On parle trop peu des loups, des serpents, des esprits qui vagabondent, des morts vivants, des vampires. On peut se perdre dans la montagne, y laisser une jambe, ou même la vie. Un bras. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, Émir, je t'avais appelé alors que tu étais en plein UTMB. C'était la TDS, ouais. C'était la TDS, oui, une des courses de l'UTMB, bien sûr. Oui. Et ben, moi, je me souviens que tu m'avais expliqué que dans les ténèbres, tu avais failli mourir après une chute dans un trou. Je me rappellerai toute ma vie. Voilà. Et ben, ça, c'est une aventure qui donne encore plus de puissance à la nature. Tu vois. Heureusement, tu es bien là parmi nous, parfaitement gainé. Voilà. J'espère. Ouais. Bon, pour le fair play aussi, il faudra repasser. Les habitués de la Saint-Élion vont tout de suite tilter. Ravito de Sainte-Catherine, la guerre entre trailers pour remplir les gourdes sous le filet d'eau qui coule des robinets. Voilà. Pensez aussi à celui qui s'octroie le droit d'économiser sa lampe frontale tant que la vôtre éclaire assez bien son chemin. C'est moi ça. On le connaît aussi. C'est trop moi. Bravo. Ouais, j'avoue, je l'ai peut-être fait quand même, mais voilà. Ah, Donc, toi aussi en plus. Alors, tu te permets de râler, mais tu fais pareil. Eh ben, c'est toute la qualité, c'est ma qualité première même, la mauvaise foi. Ouais. Elle est dans les rapports humains, l'arnaque.
En privé, les trailers élites ne peuvent pas se voir en peinture. Ils se méfient, publient des statuts sur Facebook pour accuser de triche leurs concurrents, sans les nommer. Ils chipotent pour des ravitaux hors zone qui se jouent sur la ligne. Il y aura bientôt un Hawk Eye si ça continue en trail. Et ils contestent les règlements qui les empêchent de partir léger. Ils veulent des départs communs avec les coureurs lambda, mais acceptent des salons VIP avant le départ des épreuves. Et pour les trailers ordinaires, comme vous, l'esprit trail, c'est l'arme absolue pour dénigrer les routards. Ah ouais, ça c'est décevant. Comment ne pas mentionner le business? Ouais, les équipementiers font du trail, un sport de petits bourgeois. Et ouais, moi je dépensais beaucoup moins d'argent quand je jouais au tennis. Et pourtant, on a toujours dit le tennis, c'est un sport de bourgeois. Les organisateurs multiplient les épreuves pour accueillir plus de monde et augmentent les tarifs car les dossards se vendent comme des petits pains. Émir? L'industrie. Ouais, l'industrie. Ouais, le trail urbain aussi, on en parle. Les gogos, est-ce qu'ils n'ont pas un peu l'air cons en ville avec leur tenue adaptée pour courir les Templiers? Non. Certains organisateurs de trail ne sont jamais à court d'idées absurdes pour se faire de la maille. Moi, je les vois bien investir des décors post-apocalyptiques à Palmyre ou à Alep, par exemple. Au moins, je suis sûr qu'ils y réfléchissent. Tout est possible, il suffit de faire un peu de greenwashing et ça peut passer. Sachez déjà qu'il est possible d'imprimer en 3D sa dernière sortie en montagne. Et moi, demain, j'imagine bien Salomon commercialiser des sprays contenant de l'air de Chamonix, de Millau ou de quelque part à La Réunion. Un beau souvenir ou même un accessoire d'entraînement pour s'acclimater. Voilà, embauchez-moi, moi j'ai plein d'idées. Ouais. Et je vous vois, ami trailer, en train de faire un facepalm après cette chronique teintée de mauvaise foi. Ouais, je l'avoue. En vérité, moi aussi, je rêve d'aller chercher ma veste finisher sans manche ou d'exécuter un monkey sur la ligne d'arrivée comme à poste avant d'aller exploser le buffet de tuque et de pâté local. Mais moi, je vis dans le plat pays, comme vous le savez, ou pas. Alors, laissez-moi être dégoûté, aigri. Néanmoins, s'il faut extraire un peu de sincérité et de sérieux dans ce que je viens de dire, je pense que c'est un poil exagéré de faire du trail un sanctuaire de valeurs qui ne sont finalement que du savoir-vivre, auquel j'adhère, bien sûr, mais que je retrouve aussi ailleurs. Et sinon, tu veux pas... Moi, j'ai une solution pour toi. Tu veux pas devenir le roi du trail urbain? Parce que ça marche, non, dans le plat pays, ça? Ouais, enfin, tu sais, dans le plat pays, on a des villes, il n'y a pas de souci. Ouais, tu fais du trail urbain, quoi. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Mais j'ai pas encore attrapé cette maladie, personnellement. Ouais, je me permets d'ouvrir une parenthèse là-dessus. C'est pas trop ma place, mais j'ai envie de quand même dire un truc dessus. Trail et urbain, ça n'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est un truc de marketeur pour satisfaire les ambitions hippies des bobo runners. ouais. C'est beau ça. Moi, je pensais comme toi, j'étais aussi snob que toi, comme je disais tout à l'heure. Après, je suis snob, vas-y. Après, il y a quand même des villes comme Lyon où je crois qu'il y a moyen de s'amuser. Donc, ça reste Urban Trail, ça a l'air mortel. Je sais pas, mais en tout cas, c'est une ville qui pourrait s'y prêter. Enfin, ça existe, bien sûr. Ouais, c'est sûr que c'est un bon créneau pour se faire de l'oseille, ça c'est évident. Ouais. Bon, reprenons le cours normal de l'émission, là. On repart sur l'esprit trail, donc. Et j'ai envie de commencer par donner carte blanche totale à Émir pour nous donner son avis sur la chronique de David. Alors vas-y Émir, prends ta revanche. T'en as pensé quoi? Ouais, j'ai même pas de revanche à prendre. Non, je suis assez d'accord avec David. Je trouve aussi que l'esprit trail, entre guillemets, malheureusement, c'est tout un tas de bon sens en fait, c'est tout un tas de belles valeurs mises les unes derrière les autres. On prend n'importe quelle entreprise, quelle qu'elle soit, et on va dans la rubrique les valeurs de l'entreprise sur le site internet, on trouve globalement la même chose. Mettre le centre, mettre l'humain au centre, respecter les valeurs de tel ou tel... Enfin bref, on s'associe en gros à du bon sens que tout le monde partage. On fait un petit peu comme si tout le monde ne partageait pas ce bon sens en mettant un petit peu l'emphase dessus. Et puis on se retrouve à rallier tout le monde autour de valeurs qui au final sont celles de personnes qui sont bien et qui pratiquent respectueusement un sport. Donc ce qu'on appelle là l'esprit trail en fait, c'est l'esprit sportif bien appliqué.
à n'importe quel sport en fait, je dirais. Après, là où on peut éventuellement retrouver l'esprit trail, c'est que souvent quand je discute avec des trailers lorsque je suis sur une épreuve, on me dit souvent ouais, t'as vu, quand tu fais du trail, on te salue. Quand tu fais du trail, on fait gaffe à pas jeter des gels par terre, alors que les marathoniens, ils font pas gaffe. Et puis quand tu salues quand tu cours sur route, il y a personne qui te dit bonjour. Oui, c'est vrai qu'il y a ce genre de tendance, je peux pas le nier, je le constate aussi. Un marathonien à Niskan, par exemple, jeter son gel par terre, il en a vraiment rien à faire. Tu vas sur, pareil, le seul triathlon que j'ai fait de ma vie, les gens n'en ont rien à faire de jeter par terre leur plastique. Un trailer, en général, il a un peu plus de mal à faire ça. Pareil pour tout ce qui est des bonjours et de l'entraide. Et l'entraide est aussi très présente sur trail parce que voilà, les gens n'ont pas spécialement de chrono, ou en tout cas ils l'ont moins en général. Ils ne cherchent pas un pace précis, vu que le profil du trail ne se prête pas à avoir un bon pace. Donc ils ont peut-être plus tendance à aider les autres. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont voilà, des choses un petit peu marquées de temps en temps, qui se dégagent un peu des tendances, mais qui sont du bon sens au final. Voilà, je dirais, c'est ce que j'ai envie de dire. Ouais. Mais c'est un peu ce que disait David sur la fin de sa chronique. Du coup, je le rejoins, oui, c'est ça, je le rejoins. T'es d'accord avec lui, ça va pas là. Tu te fighter là. J'aurais pas dû faire de conclusion en fait. C'est ça. Non, je suis assez d'accord, clairement, hein, c'est du bon sens, on va dans le même sens là, avec le David. Je le clasherai plus tard sur une autre chronique quand je serai vraiment en désaccord. Ouf. Bon, et toi, Rémi, t'en penses quoi de la chronique de David ? Bah oui, effectivement, je sais pas pourquoi on nous resserre à toutes les sauces ces bonnes valeurs comme si elles étaient, comment dirais-je, uniques dans le trail. Et voilà, c'est... Bon, je sais pas à quoi ça arrive. J'ai l'impression que t'es un peu d'accord avec moi, Rémi. Je sens que t'es d'accord. Oui, je suis d'accord. Et, bravo. Mais effectivement, là où j'ai le plus perçu de relations humaines et de faire des copains en courant, alors que je les connaissais vraiment pas avant, c'est plus dans l'univers de l'ultra. J'en ai fait qu'un, mais je sais que j'ai fini cet ultra uniquement parce que j'ai fait des potes en courant et que notamment pour passer toute la nuit, on a fait un groupe solidaire et ça nous a tous aidés quoi. Donc voilà. Tu crois que tu t'aurais jamais trouvé ça sur une course de route ? Bah non, parce que j'ai jamais fait de course de route qui allait durer des heures et des heures et des heures et des heures. Et donc c'était pas le contexte. Ouais, sur un marathon ça aurait pu arriver peut-être. Non, enfin un marathon, tu vois, t'es concentré. Enfin moi j'ai toujours été concentré sur mon chrono, c'était pas... Puis t'es trop essoufflé pour... Enfin j'ai jamais fait de marathon en mode fun, mode footing. J'étais trop essoufflé pour parler. Mais je suis assez d'accord avec Rémi, là encore, on n'arrête pas d'être d'accord, là, c'est un délire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Mais là où j'ai envie de réagir, c'est que, Merdi, tu vois, sur un marathon, à la rigueur, si t'es en galère en même temps qu'un bonhomme au 30e kilomètre, tu vas lui taper dans le dos et tout, vous allez vous sortir 2-3 phrases, et vous allez peut-être repartir un tout petit peu, et puis hop, ça va pas durer longtemps. Alors que sur un ultra, t'es susceptible de passer des heures la nuit avec une personne, parce que vous êtes tous les deux en détresse, tu vois, c'est pas le même lien qui va se créer en fait, c'est pas la même échelle au final. Ouais, c'est ça, moi c'est ça que j'ai vécu. Ok. Et du coup, et toi Émir, donc tu pratiques à la fois le trail et la route, tu préfères quoi finalement ? T'as une préférence déjà ou... Moi je préfère les color run, moi. Les courses d'obstacles, c'est mon petit délire. Non, moi je suis un grand fan d'ultra trail, je suis un grand fan. C'est mon côté sadomaso, ça. Ok, c'est pas forcément pour les valeurs que ça... Non. Ou l'ambiance que ça a, c'est plus pour le côté... Enfin, pas performance, mais dépassement de soi. Oui, c'est pour ça, c'est pour vraiment l'exploration de soi. En ultra, on va vraiment très loin, on va dans des états... je connais aucun autre sport où on peut aller aussi loin dans la découverte de soi, on va dire. Ok. Et toi, Rémi, tu en pratiques beaucoup du trail finalement ou pas beaucoup ? Ben, pour des raisons géographiques, pas autant que je voudrais, mais moi j'adore la montagne et ce que j'adore dans le trail, c'est faire des très longues montées, être patient, savoir ok, cette montée elle va prendre 2 heures et puis aller piano, sano. Et par contre, je suis pas très fan du trail, mode de campagnard tout plat. Si c'est pour faire des petites routes ou des chemins de campagne à gogo,
Enfin, tourner 30 bornes autour de champs, ça me dit rien. Je préfère le faire en vélo, là, dans ce cas-là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et toi, David, finalement, enfin, au niveau pratique, trail, route, tu fais quoi le Ouais, plus? je suis plutôt un routard, hein. Ouais. En montée, je cours trop vite et je m'épuise. Donc, et la montagne, j'ai peur en montagne. J'ai le vertige, j'ai peur de la montagne. Donc ouais, non. Et puis aussi pour des raisons pratiques, effectivement, on a les monts des Flandres ici dans le nord de la France, mais donc c'est pas un environnement qui m'est naturel et qui m'attire un peu, mais sans plus quoi. Ouais. Voilà. Je suis un Ok. routard. Bon, on est quand même d'accord que le trail, c'est quand même assez convivial. Rémi nous a donné une petite anecdote de son ultra. Je pense que toi, Émir, tu dois avoir certaines anecdotes assez sympas, non, en trail? Oui, j'en ai pas mal. Puis d'ailleurs, parce que l'anecdote de Rémi, en fait, limite, c'est une anecdote que tous les ultra-trailers peuvent avoir, en fait. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, je l'ai vécu, ça, sur quasiment tous les trails, de sympathiser avec des personnes la nuit. Parce que voilà, on est tous en galère, on se sent beaucoup plus proches les uns des autres dans ces cas-là. Et je compte, j'ai même pas une anecdote en particulier, mais je compte plus le nombre de personnes que j'ai rencontrées la nuit sur un trail et avec qui j'ai gardé le contact aujourd'hui et avec qui je cause encore sur les réseaux sociaux et on se suit sur les prochains trails qu'on va faire dans l'idée de se retrouver un jour, quoi. Donc il y a vraiment cette camaraderie qui se fait. Une anecdote en particulier, non, peut-être pas, mais vraiment des tas de rencontres pendant les trails avec des bénévoles, avec d'autres coureurs et voilà, et des contacts qui sont créés, ouais. Ok. Et alors, finalement, est-ce que vous pensez pas que c'est un peu contradictoire d'avoir ce côté valeurs prétendues pures, les valeurs du trail, et à côté de ça, le fait qu'il y a un business qui existe derrière le trail running? C'est pas un peu contradictoire ces deux mondes-là? Moi, je pense qu'il faut simplement refuser de participer quand on estime que l'esprit est trop bafoué, quoi. Ouais. Si on sait que l'organisateur il multiplie les épreuves pour avoir un maximum de gens et que le confort sur place, enfin bah, le confort, mais l'ambiance, etc. Enfin tout ce qui peut être mis en œuvre par l'organisation pour que ce soit une belle épreuve avec une bonne ambiance, etc. Si ça c'est pas mis en place, je pense qu'il faut bah, juste refuser de participer, aller ailleurs et puis Mhm. il y a des trails bien, il y a des trails bien partout. Voilà. Ouais, c'est clair. Émir, Même t'as un si- truc à dire par rapport à ça? Ouais, si on se met à éviter des épreuves parce qu'elles commencent à sentir l'argent, faudrait Non. éviter. Non, pardon. Non, pas l'argent, mais enfin, Ah, c'est ce que pas t'as dit au forcément début. l'argent. Mais non, mais pas forcément l'argent. Mais quand ouais, c'est pas l'argent, mais c'est, en fait, si, c'est l'argent. Non, non, mais c'est, comment dire, quand tout est focalisé là-dessus, Ouais, d'accord, quoi. ok, Enfin, je comprends. veux dire, Donc il veut voilà. boycotter. Mais non, pas boycotter, mais aller voir ailleurs. Enfin, tu participes pas à toutes les courses qui existent, quoi. Donc, Non, bah si, celle-ci, tu c'est boycottes celle trop de qui business. t'estime, voilà, que t'estimes qui pue. Voilà, Ouais, je m'y intéresse pas, et puis je vais Voilà. voir ailleurs, Ok. tout simplement. Je dis ça, c'est ça, je vais perdre mon temps, je vais ailleurs. Voilà. Ok. Et vous Alright. pensez pas qu'il y a, Mauvaise expérience. vous pensez pas qu'il y a un peu aussi d'hypocrisie là-dedans? Pourquoi de En tout cas, l'hypocrisie? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais le côté de dire, voilà, nous on fait du trail running parce qu'on est mieux que, entre guillemets, hein, qu'on est mieux que les coureurs de route Bon, ouais, je pense qu'il y qui sont pas a... sympas entre eux. Non, mais il y a énormément de gens qui font les deux disciplines. Après, voilà. après, ça se polarise en fonction de ton habitat géographique, hein. Moi, si j'étais en montagne, je n'irais pas faire le 10 km de Fleurbet, hein. Je ferais des trucs de montagne. Après, nous, dans le nord, bah, on n'a pas trop le choix. Mm. Donc, c'est plutôt la route qui propose plein de compétitions, quoi. Ouais. Et moi, pour l'anecdote, moi, l'un des derniers trails auxquels j'ai participé, j'ai dû séparer deux mecs qui étaient en train de se taper parce que Ah après ouais. une bousculade dans le sprint final, quoi. Enfin, D'accord. j'ai jamais Comme vu quoi. ça. Ouais, ouais. Ça devait Comme pas être quoi. très long alors. Ben pas si court que ça non plus, mais D'accord. voilà. Mais donc il y avait un final sur une piste d'athlée, quoi. Puisqu'on est des fois à jouer les puristes ou à chercher des curseurs de pureté dans la pratique, moi j'associe quand même vraiment beaucoup le trail à la montagne.
Et la montagne est un environnement traditionnellement qui impose la solidarité de par la dureté du milieu. Et effectivement, on l'a dit tout à l'heure, mais moi faire le trail campagne, pour moi c'est non. Ouais, mais moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, le trail, c'est avec des dénivelés, c'est pas un truc pour courir sur des chemins, quoi. Voilà. Donc bon. Ouais, mais je suis pas trop d'accord, mais bon. Enfin, c'est autre chose en fait. Voilà. Enfin, bon, il y a différents types de. Moi, je pense que c'est parce que t'as pas goûté à ça, parce que c'est vraiment différent. Si, j'ai goûté un petit peu quand même. Je constate effectivement que c'est différent, complètement différent. Même l'atmosphère, l'air que tu respires, bah forcément, l'atmosphère est différente. Pour moi, je trouve ça très impressionnant même en montagne. Maintenant, de là à dire que les courses que les gens appellent des courses, ce que les trailers appellent des courses nature, ne doivent pas être appelées trail, bon, je pense que c'est un excès, quoi. Je pense que on peut appeler ça, c'est un petit trail, voilà, c'est des petits trails. Il y a des montées, il y a des descentes dans la nature. Des fois, parfois, il y a des très bonnes montées. Même. J'appelle ça des longs crosses. Ouais, des longs crosses. Ouais, mais en même temps, c'est plus du cross, hein. C'est plus ça. Ok, ouais, bon, on s'attache au vocabulaire. Ouais. Après, sur les histoires d'argent et de grosses courses, parce que voilà, est-ce que l'UTMB, l'argent s'oppose à l'esprit trail, voilà. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a ce problème quand même classique français de trouver l'argent plus ou moins sale. Ah oui, aussi. Ça, c'est un problème, voilà, qu'est-ce qu'il est. Moi, je comprends quand même qu'une course comme ça coûte comme de l'argent, parce qu'il y a quand même énormément de moyens. De frais. Et de frais. Et là, pour le coup, c'est pas le marathon citadin où il y a tout l'environnement déjà à dispo par la ville facile, quoi. Notamment les secours, c'est sûr que ça coûte cher. Et donc, c'est normal qu'il y ait de l'argent autour de ça. Après, le Mont Blanc a une réputation internationale qui draine beaucoup d'argent. La France, le tourisme, ça a toujours marché. C'est une économie qui nous est utile. Je veux pas cracher trop fort là-dessus. Je suis plus à critiquer, effectivement, pour le coup, un SMI pas très grande envergure qui va nous être facturé 40 balles, on ne sait pas pourquoi, que le tarif de l'UTMB. Après, le tarif de l'UTMB, c'est une chose. Mais il est de combien d'ailleurs, vous savez? Faut demander à Émir. 240 ou 250. Ah ouais, quand même. Ok. Après, toute la machinerie et le style UTMB, là, je suis complètement d'accord avec David. Moi, comme tout le monde, comme beaucoup, j'ai rêvé dans les magazines de voir ces courses. Après, je me suis fait une raison, je ne vais pas me faire suer à collecter Watt 1000 points, pas être sûr de pouvoir la faire, parce que moi, je suis du genre à m'organiser à fond sur un truc, donc si ça me passe sous le nez, ça va m'énerver. Et puis, j'ai goûté des courses phares comme ça, où on se retrouve finalement à être à la queue leu-leu. Eh ben non merci, je ferai plus jamais, quoi. Les Templiers à la queue leu-leu, non merci, plus jamais. La Saint-Élion à la queue leu-leu, non merci, plus jamais. Donc ces grosses courses là, moi j'en veux plus, et c'est aussi pour ça que j'ai énormément apprécié le Grand Raid des Pyrénées, parce que pour le coup, être tout seul dans la pampa, là t'y es, quoi. Et tu te marches pas dessus, et si on doit, il y en a plein des épreuves comme ça, longues, intéressantes, dans des paysages magnifiques. La montagne française est énorme, donc je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour profiter du trail chez nous et aussi dans d'autres pays, et qu'il n'y a quand même pas que les courses du mois d'août autour du Mont Blanc, quoi. Ouais. On a un peu dévié sur le premier débat qu'on a eu avec la chronique d'Émir, finalement. Oui, c'est vrai. L'industrie. C'est vrai, c'est pas plus mal, ça vient compléter. C'est pas plus mal. Ouais. Bon, bah écoutez, là, on parle beaucoup de trail et d'ultra, et du coup, on va passer à notre troisième chronique qui va parler d'un sujet qui est aussi très important dans ce genre de course. La troisième chronique, l'estomac du coureur du fond. La première fois qu'on chausse ses baskets, on ne se doute pas encore de la terrible étape qui jalonnera notre route de coureur ambitieux qui voudra se lancer dans la course de fond. Une étape qui s'apparente à une étape d'initiation, j'ai nommé l'ingurgitation. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. De notre premier gel antioxydant, booster de performance, de fast assimilation, libérateur magique d'énergie. Si, les bonitos, on passe tous par cette étape-là. Car oui,
À un moment donné ou à un autre, il faut bien se poser la question de comment alimenter et hydrater la machine en courant. Décryptage by Rémi NFKB. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Et oui, les amis, les conseils étaient morts. Et tel Jésus qui se tourne vers la grotte de Lazare, je vais les ressusciter. Ne ressuscite pas les blogs. Je vais vous expliquer quoi boire, quoi manger. Vous ne serez plus perdus. Vraiment, votre prochaine course va être parfaite grâce à moi. Car vous le savez, la performance est reliée à ce qu'on ingurgite et nous sommes faits de ce que nous mangeons. Donc Ouais. à cette heure où les brigands déguisés en entrepreneurs disruptifs veulent nous vendre des capteurs d'hydratation et des bouteilles d'eau connectées, on va parler de trucs simples pour l'alimentation en course. Ça paraît être un sujet difficile car il y a plein de croyances, des gens font ci, il y a des prises de position un peu radicales et c'est vrai que parfois l'alimentation c'est un sujet quasi religieux quoi. Hein. D'ailleurs il y a plein de contraintes alimentaires dans les religions, le lien est fort. Donc ne me frappez pas à coups de carotte, ne me jetez pas de malto dans les yeux, je vais quand même recommencer en me basant sur un truc très important, moi, mon expérience. Et donc, ça va juste être un truc humain au départ, et puis vous extrapolerez si vous voulez. Donc moi, j'ai commencé mon blog à peu près en même temps que la course à pied, et je vais pas le fermer, même si David me le demande toutes les semaines, et ça lui ferait plaisir, mais je continue. Mes Je mais peux il m'en a occuper rouvert pour le toi sien. si tu veux. Je connais quelques pirates. Voilà. Enfin, T'as rouvert le tien, David, alors t'as plus rien à dire. je ne confirme pas cette information. Il faut se connecter avec Tor pour y accéder, mais c'est vachement sympa. Mes premiers articles étaient sur l'hydratation en course. C'est vraiment un sujet qui m'a toujours passionné et les premiers billets, c'était vraiment là-dessus. J'ai couru mon premier marathon avec une gourde dans chaque main. Je répète, j'ai couru mon premier marathon avec une gourde dans chaque main. J'étais complètement bizarre. J'avais 2 totems anxiolytiques. Le deuxième, c'était encore mieux. J'ai mis un sac de trail sur mon dos. C'était pour avoir un meilleur esprit, je pense. J'étais C'est ça. vraiment persuadé que si je ne buvais pas assez, j'allais être perclus de crampes et que j'allais finir par boire mon urine comme Bear Grylls. Bon, avec la nourriture, c'était un peu le même topo. J'avais ma ceinture de gel over steams comme un gros psycho. Ça le Et vendu. dès le 5e kilo, j'avais les doigts qui collaient. Et ça n'avait rien à voir avec des pratiques autres. Et je savais que je faisais le mieux que je pouvais pour ma performance. Depuis, j'ai un peu changé. J'ai un peu plus confiance dans ma tête et mes jambes. J'ai lu les 347 pages de fil sur l'hydratation qu'il y a sur Kikuru. Salut les amis. Pour achever de consolider mes connaissances en physiologie. Alors voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de business qui polluent la pratique des coureurs. Donc je viens de dire que l'argent, c'était pas si moche, mais avec de l'argent, vous faire rentrer des trucs nuls dans la tête, ça c'est moche. Donc je sors encore une fois mon étendard de centriste contrarié pour vous expliquer que vous allez pouvoir transformer le budget gel de votre prochain semi-marathon en économie nette d'impôts. Avant la course, le sujet est touffu. Il n'y a pas grand monde qui sait ce qu'il faut faire. Moi, j'ai juste envie de vous dire, mangez comme d'hab. Et puis voilà. Donc, ne nous perdons pas trop, mais juste je vous pose une question. Est-ce que vous croyez vraiment que ce que vous allez prendre dans les 30 minutes de temps de la course va changer quelque chose? Est-ce que ces 500 ml d'une boisson dégueulasse en fructose va améliorer votre performance? Ouais, bon, voilà. Déjà, 3,10 € de gagné et vous gardez vos cheveux en prime. Salut Chocho. Top départ. Je suis aujourd'hui convaincu que dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin de boire ou manger pendant les courses courtes. Je répète, il n'y a pas besoin de boire ou manger pendant les courses courtes. Pour moi, court, c'est à peu près jusqu'à 2 heures, quoi. Hein. Pas spécialement besoin de manger car vous avez tout ce qu'il faut en vous. Hein, le foie et les muscles contiennent assez de glycogène et de gras pour fournir l'énergie pendant l'effort. Le glycogène, hein, vous le savez, c'est une grosse molécule qui ressemble à une espèce de gros pain de sucre qui serait découpé au fur et à mesure quand vous en avez besoin. L'entraînement, ça sert entre autres à développer nos capacités à fabriquer et à utiliser ce glycogène et notre gras. Pour la flotte, c'est à peu près le même topo. J'ai envie de dire que dans des conditions tempérées, vous ne mettrez pas en péril votre santé en ne buvant pas ou peu pendant 2 heures de course. Lorsque la durée de course s'allonge,
Là, c'est une autre histoire. Sur le marathon, je pense qu'il faut s'être entraîné un peu à boire et manger pour s'habituer, tester 2-3 trucs. Et c'est intéressant parce qu'on sait qu'on peut aussi entraîner notre corps à mieux utiliser l'énergie qu'on lui apporte pendant. Il y a des systèmes enzymatiques qui se développent et tout bazar. C'est bien de savoir aussi ce qui vous convient le mieux. Le gel antioxydant au brocoli, c'est peut-être pas le meilleur choix. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que tout ce qui est antioxydant, c'est une aberration sur le plan physiologique. On pourra en reparler plus tard, mais bon. Ouais, on en reparlera. Pavé dans la mare. Voilà, non mais en tout cas, comme d'habitude, vous pouvez me croire sur parole, ça suffira. Plus loin que le marathon, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Je m'explique, je pense que c'est plus simple car le panel d'aliments palatables s'élargit du fait de l'allure plus douce qui facilite la prise alimentaire. Moi par exemple, je trouve que le Snickers, c'est un excellent rapport qualité-prix pour les efforts longs. Par contre, ça se complique souvent du côté du ventre avec des coureurs qui ont des maux de ventre, ils savent pas trop les expliquer. Donc on relie vite l'alimentation à ces douleurs-là qui sont pas toujours liées à l'alimentation, mais peut-être aussi au choc et à la durée de l'effort, quoi, tout simplement. Et là, par contre, dans les courses longues, l'hydratation, ça devient vraiment, vraiment, vraiment important. Je pense qu'un trailer de milieu de peloton, ma pomme, quoi, hein, qui zappe un ravito, fait une grosse boulette. Plus le trail est long, plus zapper un ravito sera une erreur. Pour gérer ma prise de boisson pendant les efforts longs, c'est simple, je fais confiance à ma soif et à ma beute. Pardonnez mon égarement bigaresque, mais oui, je crois en des choses simples. La soif et le pipi. J'ai soif. Je viens de comprendre ce que vous voulez dire. J'avais pas compris en fait. Ouais, ça y est, j'ai compris. C'est bien. Ouais. C'est bien. Je sais que pour toi, c'était un peu plus compliqué, mais ouais. Pour bon, nous, enfin, tu sais, ouais. c'est très important. Ouais, je m'en doute. Voilà. Donc, oui, voilà. je crois en des choses simples. La soif et le pipi. J'ai soif, je bois. Je pisse, je suis content. Difficile d'avoir des repères dans ce domaine, et je ne suis pas certain que vous donner 0,5 ml kg heure de pisse comme objectif va vous satisfaire. Disons pour faire simple que je trouve très bien d'uriner toutes les 3 à 4 heures sur des épreuves très longues, et ça sera déjà bien. Voilà mon avis. Peut-être que les barres de Glooby Boulga vous réussissent à vous, peut-être que vous aimez boire du coca dégazé coupé à l'eau de coco, peut-être aussi que Dieu existe. En tout cas, je veux juste à travers cette chronique apporter un message de simplicité pour se nourrir pendant l'effort. L'eau et le sucre aident la performance, c'est prouvé et archi-prouvé. Nous aurions donc tort de nous en passer, mais aussi banal que l'eau et le sucre peuvent être, je veux rappeler que comme plein de trucs, la dose fait le poison. Ainsi, trop boire et trop manger, notamment sur une course courte, peut devenir une source de tracas plus que de plaisir. Donc ne vous forcez pas à boire ou à manger sur des épreuves courtes, je pense sincèrement que c'est contre-productif. Voilà, la course est finie, tout va bien, vous avez suivi mes conseils, vous avez donc fait la meilleure performance de tous les temps. Et après l'effort, par contre, je vous laisse vous démerder. Ici, c'est un podcast de runisme, pas de birologie. Voilà, bisous. T'as bien raison, Rémi. La récup, c'est une autre affaire. Et chacun sa méthode préférée. Donc, l'hydratation et l'alimentation en course. Alors, je vais faire un petit résumé, mais je rappelle qu'on n'est ni expert en course à pied, ni nutritionniste. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Les nutritionnistes, ça sert à rien en sport. Ouais, bon, enfin. Donc, niveau hydratation, le problème, c'est quoi ? C'est d'arriver à combler les pertes en eau, sel et sels minéraux qui surviennent lors de l'activité physique. Bon, beaucoup de facteurs vont entrer en jeu. Il y a les conditions climatiques, la température, l'humidité, le niveau de sudation qui est propre à chacun, la durée de la course. On reviendra forcément sur ce point pendant le débat. Et niveau alimentation, la première chose de base à garder en tête, c'est que pour fournir de l'énergie, notre corps va taper en priorité dans les glucides. C'est la source d'énergie qui est la plus facilement accessible. Donc en course, l'intérêt c'est de manger une forme de sucre rapidement assimilée et assimilable. C'est le cas des gels, des morceaux de sucre, de la banane. Voilà, j'espère que je m'en suis pas trop mal tirée. On va passer au débat. Par rapport à ce sujet-là, je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais je pense que c'est quand même un sujet assez difficile parce que on cherche tous beaucoup d'informations là-dessus et en même temps, il n'y a aucune solution universelle.
Parce qu'il faut, je pense, expérimenter pour chacun. Et en parlant d'expérimentation, je suis sûre que vous avez tous un gros fail dans le domaine à nous raconter, non? Vous n'en avez pas une petite anecdote? Bon, les petites anecdotes. Premier trail que j'ai couru avec des tennis. Oui. J'avais essayé un gel Oversteam. C'est la première fois que j'ingurgitais ce genre de cochonnerie. Et vomi direct, etc. Et j'ai terminé en marchant, j'ai fini dernier. Et voilà. Donc, et t'as jamais plus repris de gel Oversteam? Ouais, et surtout, j'étais traumatisé et je suis devenu un routard exclusif. Ah voilà. Voilà pourquoi t'as pas l'esprit trail, quoi. Pff. Et vous, Émir, Rémi, vous avez pas une petite anecdote? J'ai une anecdote de fou, mais c'est loin d'être un fail, hein, et je la raconte assez souvent. Je sais pas si je l'ai déjà raconté à Jogging Bonito, mais je le fais tout de suite. Il s'agit tout simplement de mon RP sur marathon 2014, le 3 janvier, je crois, ou un truc comme ça, marathon de Cernay. La veille au soir, je m'étais dit qu'il fallait pas trop que je mange de pâtes, et au final, j'avais fait une crise de pâtes. J'avais mangé, je crois, genre 700-800 grammes de nouilles chinoises. Un truc de taré, mais voilà. Et du coup, j'ai pas bu grand chose, donc je me suis déshydraté la nuit vachement et tout, laisse tomber. Le matin même, j'ai pas dû reboire aussi énormément. Je prends le départ du marathon, je pars sur une allure un peu lente, hein. Je me suis dit aujourd'hui de toute façon je vais pas faire un score. Au final je discute avec Carole pendant le début du marathon et il se trouve que je décide de partir tout seul. Je commence le marathon et tout, je vois que jusqu'au semi j'ai une allure de quasiment 4,30 et quelques et que je suis bien et j'ai pas touché un verre d'eau ni quoi que ce soit à bouffer. Et au final, comme je voulais regarder ce 4,30 et quelques, je me suis dit mais je vais pas prendre le temps, perdre entre guillemets le temps, alors que c'est pas du tout une perte de temps de boire ou de manger. Et au final j'ai continué comme ça jusqu'à la fin du marathon. Donc entre la veille au soir, mes 800 grammes de pâtes et la fin du marathon, j'ai ni bu ni mangé quoi que ce soit. Et j'ai fini en 3h15 ce putain de marathon. Va comprendre. Les conseils sont morts. Va comprendre, ça ne veut strictement rien dire du tout. Voilà, donc c'est pas un fail, mais c'est une anecdote bien spéciale. À faire en toute modération, hein. Faut pas que nos auditeurs suivent ce conseil. Non, il faut pas le faire. Hein. Je dis pas qu'il faut le faire, je dis que je l'ai fait et que de toute façon, il y a beaucoup de choses que je fais qu'il faut pas faire. Ceci dit, c'est intéressant parce que en tout cas, ça a été bien montré dans le cadre du semi-marathon qui est un petit peu différent. Mais les coureurs d'élite du semi-marathon, ceux qui gagnent ou les meilleures performances, c'est ceux qui arrivent en ayant perdu le plus de poids. Donc qui sont le plus déshydratés à l'arrivée, c'est ceux qui ont gagné, c'est ceux qui sont le plus donnés et qui n'ont pas perdu de temps à boire et manger. Ouais, mais ça c'est différent. Tu vois, par exemple, dans les ultras, non, là, on peut pas. T'es pesé à certains checkpoints et si t'as perdu trop de poids, tu continues pas la course. Hein. Non, mais en ultra, c'est pas pareil. Et sinon, non, mais c'est pas pareil, on est d'accord. Ouais, t'as une anecdote peut-être sur. T'en as une, toi aussi, Rémi? Moi c'était des carrés de chocolat au milieu de la nuit de cet horrible Saint-Élion. Je sais pas pourquoi, j'adore le chocolat, mais là c'est pas C'était pour te consoler. Du tout passé. Ouais, c'était pour me consoler. C'est pas du tout passé. Et sinon, les gels qui collent, c'est tout le temps quoi. Là, c'est la plaie, mais faut bien dire ce qui est, c'est quand même pratique et. Bon, il n'y a pas les marques, il faut faire selon les goûts. Là, on a un peu tapé sur le même parce que c'est ceux qui font le plus de pub et tout, mais le sucre, c'est du sucre, hein, ça colle, hein, ça c'est tout. Quoi. Ouais, on a très bien compris que tu avais des un partenariat avec des pratiques, ouais, voilà, et puis des pratiques un petit peu bizarres pendant le marathon. Vanne trop stylé, mais elle est mortelle cette vanne. Ah si, c'est énorme. J'y penserai à la prochaine fois que je te serrerai la main. Ouais. Oh non, ça va pas là. Non, je suis d'accord que les gels c'est pourri, hein. Surtout que comme disait tout à l'heure Rémi, on essaye de nous faire croire qu'il y a une manière de consommer des gels, qu'il faut en prendre tous les 5 km, que 3 jours avant, il faut boire du malto dilué de chez Oversteam, encore une fois, dans des bouteilles de 1,5 litre pendant 3 jours pour soi-disant maximiser les réserves de glycogène,
que avant la course, il faut boire la boisson d'attente de machin, et tout le monde le boit, ce truc, et tu trouves des boissons d'attente vides partout dans les sas de départ, et à chaque fois je vois ça, et je me dis, mais voilà, comme tu l'as dit, on n'a pas de méthode universelle, mais on est Oversteam qui essaye de nous faire croire qu'il y a une méthode universelle, et il y a énormément de gens qui y croient, et ça me désole, quoi. Voilà, je tenais à faire ce Oversteam qui essaye aussi de nous faire porter leur ceinture ridicule avec leur compartiment gel. C'est ça, leur ceinture à la Rambo. C'est ça, exactement. Alors pour l'anecdote, tout ça encore une fois. Pour l'anecdote, ça moi me dégoûte. Je l'utilise toujours, cette première ceinture que j'ai achetée, parce que encore une fois, tout ce que je teste, tout ce que j'ai fait des conneries, je partage avec vous pour éviter que vous le fassiez, hein, les amis. Ben ouais. Mais j'ai gardé ma ceinture Oversteam parce qu'en triathlon c'est hyper pratique d'avoir des ceintures porte-dossard et je voulais pas en acheter une Ironman pour le plaisir que ça coûte 25 €. Mais j'ai fait retailler par une couturière la taille des petites poches de gel pour mettre des gels d'une autre marque que je préfère et pour qu'ils tiennent bien en place, voyez-vous, ce petit dentisme de la ceinture. Vas-y, donne-nous la marque. Wow. Donne-nous la marque. Ah, c'est les gels Goo. Moi j'aime Goo, d'accord, ok. qui je trouve très bien. Et n'empêche, moi je tiens à dire un truc ultra futile, c'est que Oversteam, j'ai beau ne pas les piffrer, franchement, ils ont compris un truc que beaucoup de fabricants de ceintures de gel n'ont pas compris, c'est qu'il fallait boucher en bas, hein, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fabricants de gel qui croient qu'un petit élastique, ça suffit à faire tenir un gel, mais non, pas du tout. Le gel tombe par terre et les gens marchent dessus et ça colle ensuite. Et après, l'esprit trail est bafoué. Voilà, c'est ça. Et voilà. C'est et ça. voilà. Alors et tout que part en cacahuète après. Oversteam, eux, ils ont bouché en bas, donc le gel ne peut pas tomber vu qu'il y a du tissu. Voilà, donc bravo à Oversteam d'avoir compris ça. Même si je peux pas les piffrer, bravo au moins pour ça. Donc on retiendra la promo de la ceinture Oversteam. Voilà, merci. Bon, après, elle coûte 100 €, donc faut vouloir l'acheter quand même. Bref, pardon. Oui, Rémi, tu veux dire un truc ? Je veux dire que je suis ravi de la tournure que se prend ce débat parce que j'avais peur de devoir expliquer le cycle respiratoire dans la mitochondrie, mais là on est vraiment au cœur du sujet. Non, c'est bon. Déjà, Margie, elle nous a fait un truc vachement scientifique avant de commencer les débats, c'est bon. Attends, j'avais fait plus scientifique, mais je me suis calmée. D'accord, ça m'a suffi, moi. J'ai rien compris, mais c'était beau. Ouais, c'est clair. Oh ouais, alors vous me laissez parler, vous comprenez rien, mais c'est pas grave, quoi. Ok, merci les gars. Ouais. D'habitude, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Non, mais... Bon, vous avez donné les anecdotes. Vous avez pas aussi des bonnes pratiques à donner à nos auditeurs ? Mais j'ai tout dit. Non, J'ai tout dit, t'écoutes pas. Non, j'ai tout dit. Ouais, non, mais moi je dis, Margie, c'est toi qui as dit le meilleur truc, t'as dit il faut tester. Mais c'est tellement ça, il faut tester, les gars. Il n'y a pas de méthode universelle pour se bouffer correctement ou s'hydrater correctement. Il faut tester sur soi, et quand t'as testé sur toi, tu sais ce qui marche sur toi. Les conseils sont morts, bordel. Voilà. C'est vrai, non mais en plus c'est vrai, non franchement là-dessus je suis d'accord. Par contre j'ai envie de revenir sur autre chose. Rémi, pourquoi tant de haine pour les antioxydants ? J'aimerais plus de précision là-dessus. Parce que ça sert à rien, tout simplement. Bam, comme la PPG. Merci. La PPG et les antioxydants en PLS sous la table. Ah non, mais autant la PPG, on pouvait nourrir la conversation, autant les antioxydants dans les gels, ça c'est une vaste blague, c'est sûr et certain. C'est comme l'électrostimulation, elle aussi en PLS sous la table. Ah oui, non, mais là aussi on est d'accord, elle sert à rien, elle, on la jette. Non, mais alors, l'histoire des antioxydants, c'est vraiment du marketing. Il y a, à la base, dans les boissons énergétiques, il y a une obligation légale d'incorporer certaines vitamines, comme la vitamine B1, pour pouvoir s'appeler boisson énergétique ou boisson de l'effort. Je ne sais plus si c'est une loi française ou une réglementation européenne, mais c'est comme ça. Et ensuite, des fabricants ont eu l'idée purement marketing, je le répète, d'incorporer d'autres vitamines, comme, je sais pas le détail, mais j'imagine qu'ils mettent de la vitamine C dedans, parce que c'est facile et que ça coûte pas cher. B6, B9. Un B6, B9, peut-être, mais elles n'ont pas connu tellement pour avoir des propriétés antioxydantes. Mais ça ne sert strictement à rien. En fait, qu'est-ce que c'est l'oxydation ? C'est le fait de balancer des électrons, et dans l'imaginaire des gens, ça fait... c'est la rouille, quoi, hein, le fer et l'eau, des échanges d'électrons, hop, le fer rouille.
Et dans l'imaginaire des gens, l'oxydation, c'est le vieillissement. Et c'est vrai que le stress oxydant a été décrié comme pouvant participer au vieillissement, pouvant abîmer les cellules, etc. etc. Et donc, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'utilisation d'antioxydants pour limiter les dégâts du stress oxydant. Seulement, dans le cadre de l'effort, il y a une génération, mais énormissime, de radicaux libres, donc ces petites molécules qui ont un pouvoir oxydant, et c'est jamais possible de contrecarrer ce stress oxydant en mettant 3 mg de vitamine C dans un gel. C'est complètement impossible. Et d'ailleurs, il n'y a aucun intérêt physiologique dans l'effort à apporter de la vitamine C. Ça ne va jamais améliorer votre performance. C'est sûr et certain. Il n'y a aucun rationnel physiologique ou biochimique là-dessus, quoi. Et on peut même aller plus loin. Ça a été testé au long cours, et donc pas dans le cadre d'une épreuve précise, mais dans le cadre d'un suivi d'entraînement de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est un type qui s'appelle Michael Ristoff qui a changé ma vie, donc je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Et de refaire un laïus de 2h30 comme la dernière fois. Oh, merde. Mais j'allais dire que ça me faisait plaisir de te retrouver là. Ah ouais. Ah ouais. J'ai tendu le bâton pour que vous puissiez me couper un peu. C'est ça. C'est bien. Et donc, c'est tellement passionnant, c'est tellement rare, à donner de la vitamine C, de la vitamine E et je sais plus 2-3 autres bricoles qui sont connues pour lutter contre le stress oxydant, donc à donner des antioxydants à des sportifs, et n'a rien donné de spécial à un même groupe de sportifs qui faisaient le même entraînement. Et après, ils ont inversé les deux groupes pour faire une étude qu'on appelle en crossover. Donc tous les sportifs ont eu ou pas ces antioxydants, et puis il y avait des mesures biochimiques de marqueurs d'adaptation à l'effort et tout, et les gens qui prenaient les vitamines antioxydantes faisaient moins de molécules qui sont des molécules qui permettent de déclencher les mécanismes d'adaptation à l'effort et de s'améliorer à travers l'entraînement. Et donc c'était une espèce de preuve indirecte que le stress oxydant, qu'on génère en masse avec un effort sportif intense, était lui un marqueur, enfin pas un marqueur, un déclencheur, pardon, d'adaptation derrière pour à la fois mieux lutter contre le stress oxydant au long cours à l'état de base, mais aussi et surtout pour déclencher des adaptations, parce que le corps perçoit comme ça qu'il a besoin d'avoir une machine de fabrication de l'énergie plus performante parce qu'on lui le sollicite, et donc ces radicaux libres déclenchent la fabrication d'adaptation, et donc en les bloquant, on gêne l'entraînement. Donc moi, ça a été marquant d'entendre parler de cette étude, et ça m'a fait changer radicalement de stratégie pour plein d'autres choses dans ma vie. Donc quoi Donc en fait, ça nous parasite, les antioxydants, quoi. Ouais. Donc on se fait avoir depuis le début, quoi. Heureusement, nous on est au courant maintenant. Quand je vois antioxydants sur un gel, ça a tendance à me faire peur. Par contre, quand je vois gel coup de fouet, là j'aime plutôt, ça me rappelle d'autres pratiques que j'ai par ailleurs dans ma vie. Je pensais que tu allais passer Anne Dubendidu à ce moment-là, c'est dommage. Oh non, et arrête, il l'avait pas placé encore, j'y croyais. J'y croyais. Hein. On est parti sur 50 nuances de gel Oversteam. C'est ça. Non, mais on va s'arrêter là, Ok, bon, on retient quand même donc que grâce à toi, Rémi, on sait tous qu'on fait prendre pour des pigeons avec cette histoire d'antioxydants, quoi. C'est bien ça. Voilà. Ça ne sert strictement à rien. Après, si vous aimez bien le goût de ces gels et qui sont pas 3 € plus chers qu'un autre, pourquoi pas. Ah mais oui. Ça n'a aucun intérêt pendant l'effort. Ok, bah écoute, merci. C'est fini. Je sais que nous allons vous manquer, mais restez braves, restez forts. Envoyez de l'emoji gros biscotto, des selfies montre GPS sur Instagram pour David, parce que nous reviendrons. Si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas à alimenter les discussions qui se déroulent sur Strava Club, Facebook ou Twitter. Nous serions ravis d'entendre ce que vous avez à dire sur les thèmes abordés aujourd'hui. Donc, bien évidemment. Sur les antioxydants. Et sur les antioxydants aussi. Ouais. Pour prolonger le débat. On se retrouve, n'oubliez pas iTunes pour les petites étoiles et les commentaires pour faire connaître Jogging Bonito. Voilà. iTunes pour les Français. Money. Voilà. Bon, ne tapez pas trop sur David, il le cherche, ça serait lui donner satisfaction. Allez, enguirlander Émir, roi du dossard, qui jette pourtant la pierre à cette industrie. Et quant à Rémi, je vous laisse essayer de le contredire, moi j'ai abandonné.
On se dit à bientôt les bonitos. Merci de nous Merci. écouter et merci de faire vivre ce podcast.